Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui exceptionnellement par Pascal Lassalle, diffusé en direct mercredi 1er mai 2013 de 18h à 21h. Il sera diffusé en différé jeudi 2, dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Dans le campagne celtique, qui traquait Trotsky. Bonsoir chers auditrices, auditeurs, bienvenue sur le libre journal de la résistance française, habituellement dirigé par Emmanuel Ratier, mais exceptionnellement présenté ce soir, comme l'a précisé notre technicien, par Pascal Lassalle, étant donné que malheureusement l'état de santé de notre ami ne lui permet pas d'être présent parmi nous ce soir, donc il m'a demandé d'assurer en quelque sorte le programme des festivités du jour. Donc je m'en acquitte et j'espère le faire avec efficacité et honneur d'une certaine manière. Alors ce soir, drôle de mois de mai en quelque sorte, Emmanuel souhaitait qu'on développe un petit peu sur ce mois de mai, un mois de mai de combat. C'est le 1er mai. Bon, bien sûr, il s'agit des traditionnels cortèges qui s'ébranlent dans Paris, que ce soit les cortèges syndicaux, aujourd'hui d'ailleurs en ordre dispersé, dit-on, le cortège traditionnel aussi du Front National, avec le discours de Marine Le Pen, donc place de l'Opéra, qui aurait, dit-on, rassemblé un peu moins de sympathisants et militants que l'année précédente. Bon, il est vrai que précédemment nous étions entre les deux tours de la campagne présidentielle. Bon, nous allons essayer quand même d'aller un peu au-delà de cette actualité immédiate. On va également surtout prendre le contexte général de ce fameux mois de mai, de ce certains ont pu qualifier de printemps français, avec certains espoirs qui sont justifiés ou pas. Nous pourrons éventuellement revenir là-dessus au cours de cette émission, voir un petit peu dans ce contexte de loi qui est passée un petit peu au forceps, cette loi si controversée, cette période où on parle de mobilisation, de veilleurs, où les forces de l'ordre sont mises à rude épreuve. Essayer de voir un petit peu ce qu'on peut penser de tout cela. Est-ce qu'il y a des espoirs de révolte du peuple français? Est-ce qu'il y a l'esquisse d'une révolution conservatrice? Est-ce que la rue appartient de nouveau à la droite? Enfin, ce sont en tout cas des questions que l'on peut légitimement se poser, mais ce soir, peut-être avec un son de cloche un petit peu différent, une approche un peu différente de ce qui a pu être dit sur cette onde. De nombreux patrons d'émissions ne sont pas privés et c'est tout à fait compréhensible, donc d'aborder cette actualité ô combien brûlante. On va essayer un petit peu de développer à partir de cette actualité immédiate, de voir notamment dans le contexte général de quoi tout cela peut être le signe et surtout à quoi peut-on s'attendre éventuellement de la part du pouvoir et du système en général dans les semaines et les mois qui viennent. Bon, quelles réactions peuvent être envisagées sans pour autant plonger dans le mar de café. Alors arrêtons de ces quelques développements dès maintenant et présentons d'ores et déjà nos deux premiers invités pour cette première partie d'émission. Tout d'abord, à ma gauche, Francis Cousin. Francis Cousin, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle pour nos éditeurs de Radio Courtoisie que Francis Cousin, donc, qui est déjà venu dans le cadre de cette émission, est docteur en philosophie. Il a participé à la rédaction de 2 ouvrages. En tout cas, le premier qui avait fait parler de lui était signé L'International, était intitulé Critique de la société de l'indistinction, sous-titré Commentaire sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique de son spectacle, aux éditions Révolution Sociale, avec donc une rhétorique, une phraséologie qui rappelle un petit peu le courant situationniste, mon cher Francis. Deuxième ouvrage sorti récemment aux éditions Le Retour aux Sources, intitulé L'être contre l'avoir, pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent. Bon, c'est vrai que cette formulation peut sembler peut-être un petit peu hermétique ou ésotérique à certains auditeurs, mais je pense que Francis ne se privera pas d'expliciter certaines choses si elles nécessitent. Deuxième invité, il s'agit de Lucien Cerise.
Lucien Cerise, bonsoir. Bonsoir. Alors Lucien Cerise, vous avez contribué à la rédaction d'un petit libelle, d'un petit livre non signé qui s'intitulait Gouverné par le chaos, aux éditions Max Milo, et qui était sorti un petit peu à la suite de cette fameuse affaire des condamnés de Tarnac, cette affaire assez trouble d'ailleurs, où on a en fin de compte mis en avant des lampistes ou des innocents pour dans le cadre d'une stratégie de l'attention, d'un spectacle, du terrorisme du spectacle, pour reprendre les formules que vous aimez bien, mon cher Francis. Donc gouverné par le chaos, ingénierie sociale et mondialisation. Donc vous êtes vraiment penché sur aujourd'hui les nouvelles formes de gestion en quelque sorte des crises, les nouvelles formes de domination qui se montrent, on va le voir, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus sournoises, beaucoup plus insidieuses que les classiques totalitarismes du XXe siècle. On va y revenir et nos auditeurs commencent à voir dans quelle direction on va un petit peu étendre nos réflexions et nos analyses. Alors, revenons au programme annoncé initialement. En tout cas, prenons comme base donc l'actualité immédiate. Dans l'actualité immédiate, on va pas rester au cortège, je dis syndicaux ou du Front National d'aujourd'hui, mais si on revient un petit peu en arrière dans les dernières semaines, voire les 2 ou 3 derniers mois, donc on a vu effectivement un pouvoir politique fragilisé. On a vu certaines pratiques qui peuvent en tout cas susciter de légitimes interrogations sur la nature même du pouvoir, la falsification de certaines photographies par la préfecture de police, sans parler des chiffres. On a vu le comportement des forces de l'ordre qui ont été limite d'être débordées lors de la fameuse manifestation près du rond-point des Champs-Élysées. On voit les propos à l'emporte-pièce et diabolisants de Manuel Valls, qui n'hésite pas à stigmatiser, bien sûr, grand classique, les extrémistes de droit de service, qui n'hésitent pas à être utilisés. On n'a pas encore parlé des islamistes, mais soyons optimistes. Enfin, aujourd'hui, par rapport à ces événements relatifs à cette loi controversée du mariage pour tous, qui a fini par passer en force, et tout ce que ça a pu faire, quelles sont vos premières analyses à chaud de ces mouvements, on va dire d'humeur, pour pas dire plus, d'une partie de la population, d'une frange, d'une certaine jeunesse qui effectivement, comme peuvent le constater ceux qui ont été présents sur place, a pu paraître se radicaliser. Qui veut prendre la parole? Lucien? Oui, je peux commencer. Donc, ce qui me paraît évident, c'est que le clivage droite-gauche est en train de s'effondrer, déjà. Premièrement, c'est une bonne nouvelle. Je fréquente des gens dits de droite et des gens dits de gauche. À gauche, quelque chose se dit, c'est que la droite découvre enfin le capitalisme. Voilà. C'est-à-dire que le pseudo-mariage homo est une en quelque sorte une sécrétion du capitalisme. Oui, dans son versant sociétal, comme l'a très bien formulé notamment Jean-Claude Michéa dans ses écrits, entre autres. Tout à fait, oui. Et puis l'aveu de Pierre Berger, c'est-à-dire que nous allons louer le ventre des femmes. Voilà. Oui, là, on est carrément dans la marchandisation, dans la chosification, quelque sorte du ventre de l'être humain. Un processus qui est en cours depuis bien longtemps. Mais là, je crois que ça apparaît patent pour nombre de nos concitoyens. Voilà. Donc en fait, là, il se trouve que finalement, tous les gens de bonne volonté commencent à voir en fait quel est l'ennemi commun. C'est-à-dire effectivement la réification, la chosification par le règne de l'argent. Et c'est ça le capitalisme, fondamentalement. Après, on peut parler des petits entrepreneurs, etc. C'est pas ça, le capitalisme. Le capitalisme, le royalisme, c'est le règne du roi, il y a rien au-dessus du roi. Le capitalisme, c'est le règne du capital. Il y a rien au-dessus du capital, c'est Mammon, en termes théologiques, c'est ça. Voilà. Donc là, en fait, l'ennemi commun commence à apparaître, mais vraiment aux yeux de tous. Et donc, en gros, tout le spectre politique commence à être impacté par l'avancée, telle une marée montante du règne du capital. Oui, surtout le gouvernement actuel, en tout cas les autorités politiques apparaissent comme justement des valets d'intérêts qui dépassent la stricte sphère du politique. Tout à fait. Des intérêts économico-financiers. Oui. Francis? Oui, je partirai de ce qui vient d'être dit. Et j'essaierai, puisque très souvent, lorsqu'on parle de ces problèmes-là, c'est vu à travers un prisme journalistique ou empirique, écume des choses, essayer d'en faire la généalogie philosophique, la généalogie radicale. La gauche et la droite sont nés, non pas il y a quelques millénaires, ils sont nés
comme concept et comme ossature sociale et historique de la révolution capitaliste de 1789. La révolution bourgeoise, voilà. La plupart des historiens le reconnaissent. Qu'est-ce que la droite ? La droite, c'est ceux qui vont gérer la marchandise en voulant préserver l'avant-marchandise. Et qu'est-ce que la gauche ? C'est ceux qui vont gérer la marchandise en voulant liquider l'avant-marchandise. Table rase, quoi. Tabula rasa. Et on aboutit aujourd'hui à ce moment suprême où il n'y a plus rien à liquider de l'avant-marchandise, puisque la marchandise est l'apothéose du monde dans le chaos spectaculaire de la marchandise triomphante. Il y a donc plus de gauche et il y a donc plus de droite. Et le mariage gay, derrière son simple problème sociétal, c'est effectivement l'expression radicale du hors-sol de la marchandise, de l'économie narcissique des échanges et de la représentation. C'est-à-dire que quand le capitalisme s'est emparé des hommes, il s'est emparé des hommes qui vivaient dans une nature déjà aliénée par des traditions aliénées, par des États, par des églises, par de l'argent, mais l'homme n'était pas encore du hors-nature. Là, on retrouve les thèses que vous développez dans le Lettres contre la mort. L'homme était une nature aliénée, mais il était encore dans un dialogue de nature à l'aliénation et d'aliénation à la nature. Aujourd'hui, nous avons enfin un sujet nouveau, et c'est ça qui est décisif pour comprendre la crise ontologique. Nous avons l'émergence de l'homme hors sol, c'est-à-dire l'individu solipsiste, qui est dans le théâtre narcissique des échanges, dans l'économie de la représentation, dans l'achat et dans la vente. Qu'est-ce que le mariage gay ? C'est derrière le mariage gay, la GPA et la PMA, c'est-à-dire l'expression d'un marché qui fait que l'ovaire, le sang, le sperme, la vie, l'amour est un échange narcissique de la représentation spectaculaire de la dictature démocratique de l'argent. On a presque là les signes avant-coureurs qu'un courant qu'on qualifie de transhumaniste appelle de leur vœu quelque part. Complètement. On est dans le transhumanisme. On est dans presque une préfiguration timide certes, mais en tout cas qui est une porte ouverte à ces délires futuristes qui sont véhiculés par ce courant particulier, d'ailleurs qui est porté par une partie des oligarchies transnationales qui trouvent leur intérêt et qui ont bien sûr les moyens aussi de développer sur ce plan-là. Francis et Lucien, donc le clivage droite-gauche, effectivement, apparaît comme étant bien mis à mal. Bon, ce n'est pas nouveau. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu déjà des signes avant-coureurs. Concernant les soubresauts qu'on a pu voir, c'est vrai que certains appellent de leurs vœux, un printemps français. Certains ont même rédigé des programmes, dont d'autres, voient un petit peu déjà presque on va pas dire un 6 mai ou un 6 février, mais enfin en tout cas une fragilisation du pouvoir. Comment interprétez-vous les réactions justement de ce pouvoir à travers les quelques petits faits que j'ai pu énumérer tout à l'heure et qui sont à même quand même de choquer une partie de l'opinion. En tout cas pour montrer le système tel que le système apparaît tel qu'en lui-même sur pas mal de points. Comment analysez-vous un petit peu Je pense que le pouvoir a peur. Oui. Aujourd'hui, c'est évident. Maintenant, il n'a pas d'autre choix que la fuite en avant. Il n'a pas le choix, tout simplement parce que ses employeurs sont impitoyables et que si François Hollande ou Christiane Taubira reculent, dans les 6 mois, on leur sort des casseroles. Voilà, c'est-à-dire en gros ce qu'on a fait au rabbin Bernheim, ce qu'on fait régulièrement. C'est-à-dire quand quelqu'un commence à sortir de l'idéologie dominante, on ressort en gros des affaires de plagiat, des affaires voire pire, et donc on le liquide politiquement, ce qui est arrivé à Cahuzac aussi, qui on sait à peu près ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est les renseignements militaires qui ont eu besoin en fait tout simplement de l'éliminer parce qu'il représentait un danger sur le plan en menaçant en fait par des coupes budgétaires drastiques qui auront peut-être lieu malgré tout, mais bon. On a vu la publication récente du livre blanc. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, et donc ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de casserole, de toute façon, ils finiront avec un suicide avec 2 balles ou dans un accident de voiture. C'est ça la réalité. Il faut le savoir quand même. C'est vrai qu'on parle de Pierre Bérégovoy aujourd'hui. Là, voilà. Un peu, là aussi, en parlant des placards de notre République qui donnent des leçons au monde entier.
il y aurait matière à développer sur ce plan-là. Francis Alors, moi, je voudrais revenir un instant sur droite et gauche, parce que bon, on est dans une radio qui est plutôt une radio de mouvance droitiste. Ou la radio de toutes les droites. Voilà. Sont, et ce que je voudrais dire, et là, c'est important parce que c'est une méthodologie, c'est généalogique et c'est profond d'un point de vue historique. Il faut bien que les gens comprennent que le mariage gay passera. Il est passé en Espagne. Rajoy n'est pas revenu dessus. C'est la logique du capital. Et c'est pas la logique du capital simplement la logique de la gauche du capital, qui est le laboratoire de recherche du capital. C'est aussi dans la logique d'inconscience de ce qu'est la droite. Je veux dire, quand je prends une famille traditionnelle de droite, cette famille traditionnelle de droite qui veut que ses enfants réussissent, qui veut que ses enfants fassent des études, l'aîné fera HEC, la petite Benjamine sera une bonne avocate, et quant à celui qui est entre les deux, je veux absolument qu'il fasse une grande école. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas vouloir l'argent et récuser les ravages de l'argent. La société française traditionnelle, avec la messe du dimanche, le fameux clocher de la campagne de Mitterrand en 81 sur la France tranquille, c'est une séquence historique des années 50 et des années 60 qui est finie. Donc on ne peut pas descendre dans la rue par centaines de milliers en disant « à bas le mariage gay », qui n'est que la résultante dictatoriale du spectacle de la marchandise obligatoire, et vouloir en même temps conserver l'argent. Il n'y a pas l'argent et les ravages de l'argent. Le mariage gay, la GPA et la PMA, c'est-à-dire la marchandisation du sexe, de l'émotion et de la vie, c'est consubstantiel à la dialectique du capital. C'est-à-dire que il y a eu un jour une révolution capitaliste embryonnaire dans les premiers mouvements de la société de l'avoir, c'était la révolution néolithique. Il y a eu postérieurement la révolution capitaliste médiévale dans l'Italie du Nord. Il y a eu ensuite la révolution capitaliste de 1789. On a eu ensuite les révolutions capitalistes d'État bolcheviques. Et on a aujourd'hui l'apothéose libérale de la marchandise librement circulante. Tout se tient. On ne peut pas prendre un morceau et dire « je veux bien ceci, mais je ne veux pas cela ». C'est-à-dire que où c'est la logique de l'argent, dans son implacable dévastation de notre sacralité, de notre cosmos organique, où c'est la mise en marche d'une critique radicale qui veut retrouver une communauté de l'être débarrassée de l'argent. Mais tous ces gens qui défilent et qui voudraient un argent propre, qui voudraient un argent qui ne soit pas soumis à la toute-puissance des banques, tous ces gens qui voudraient une société policée comme elle existait avant, se trompent, et ils sont les meilleurs alliés de la marchandise, du mariage gay et de cette apothéose normative. Parce qu'on ne peut combattre le système en lui courant derrière, en voulant restaurer des formes vétustes qui seront balayées. La catholicité espagnole triomphante a fait des manifestations gigantesques, c'est fini. Le mariage gay est passé en Espagne, il n'y a plus de problème circulé, il n'y a rien à voir. Et si demain ça ne passe pas, ça passera après-demain, et si ça ne passe pas après-demain, ça passera après-demain, puisque c'est la logique du système. Alors, où on est pour la logique du système, et à ce moment-là, on comprend très bien que ça va fonctionner comme ça, ou alors on est contre et on se dit, mais là, on se fait duper. Je ne peux pas contester le laboratoire de recherche absolument fou que Pierre Berger veut, et qui est consubstantiel au capital. Comme l'a dit l'intervenant précédent, il y a quelque chose de radicalement substantiel à l'orgie financière du capitalisme. Quand Pierre Berger dit « il est normal que les ouvriers vendent leurs bras, il est normal que des ouvrières de demain, pour un sexe monétisé, vendent leur utérus ». Il y a une logique implacable. On ne peut pas vouloir l'argent d'un côté et récuser les dévastations de l'argent de l'autre côté. C'est pour ça que cette crise est décisive, parce qu'elle devient ontologique. On est placé devant des choix qui sont d'une telle radicalité profonde que les demi-mesures vont disparaître. Oui, mais on est de facto plongé devant un choix, mais tout est une question de prise de conscience quelque part. Que cela implique une radicalité, c'est-à-dire revenir aux racines, une mise en cause radicale du système dans lequel on vit et du paradigme qui est celui de la société dominante. Disons que je suis moins radical en fait, mais en théorie, je suis d'accord avec Francis. Le problème, c'est que sans argent, aujourd'hui, on fait rien. En ce sens, je pense que la critique de l'argent doit être faite, enfin de l'argent roi, doit être faite jusqu'à son terme. Ensuite, je pense que concrètement, ce qu'il faut, avant toute chose, c'est subordonner l'argent à des valeurs. En fait, ce qui permet
de malgré tout réinjecter donc de la valeur dans l'argent et d'échapper à ces ravages. Parce que tout simplement, voilà, on est dans un système fondé sur de la monnaie fiduciaire. Je vois pas trop comment en sortir. Hein. Surtout, en fait, comment lutter contre ça. En revenant au troc, à moyen terme en tout cas. Oui, voilà. Bien entendu, oui. Ça me paraît pas possible d'en sortir totalement. Hein. Par contre, une crise radicale, bien sûr, qui remet en cause les fondements visibles du système. Quoi. Oui. On n'est pas là. Mais bien sûr, oui. Et puis bon, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable, oui. C'est souhaitable pour personne. Bien sûr. Je pense qu'il est possible de faire. Je regarde au-delà de l'Occident. Hein. Je regarde les BRICS, je regarde les pays non alignés. Ce ne sont pas des pays qui sont en dehors totalement du système capitaliste, mais qui font un usage de l'argent, un usage du capital subordonné à des valeurs qui, elles, ne sont pas strictement capitalistes. Disons qu'ils sont peut-être à un stade moins avancé que nous, voilà. Même que le processus est sûrement en marche là-bas. C'est ça. Même si c'est vrai qu'on peut être optimiste parfois. Bon, moi je me rappelle, j'ai pu être optimiste dans les années 90 sur le Japon. Et si on se souvient de la une des quotidiens et des médias au début des années 90, c'était le Japon qui rachetait les États-Unis pratiquement. Hein, et on disait voilà le Japon, une révolution conservatrice réussie quelque part. Bon, l'esprit samouraï, l'esprit du Bushido appliqué au développement capitaliste. Et on a repris au sein de l'ère Meiji du début du XXe siècle que les techniques de développement occidental sans s'imprégner de la mentalité occidentale. On s'aperçoit aujourd'hui que ce constat était peut-être, pas que de ma part, mais on était toute une génération un petit peu à être attentif à ces évolutions de l'époque. Ce constat est sûrement optimiste. On voit que le Japon aujourd'hui est gangréné par l'individualisme, par le narcissisme de masse, par les effets du turbo-capitalisme mondialisé. Même s'il y a encore des reliquats, même s'il peut y avoir des réactions, on voit aussi quand même. Bon, bien sûr, cela entraîne encore mais ces réactions, est-ce que ce sont des champs du cygne, ou est-ce que c'est peut-être la promesse de renouveau? C'est peut-être un peu trop tôt pour en parler. La Chine, c'est pareil. La Chine, on voit quand même un développement effréné du capitalisme. On voit quand même un changement rapide dans la mentalité des nouvelles générations. Hein, il y a une appétence de jouissance consumériste et matérielle qui est quand même démesurée. On est dans le pur hubris quelque part. Donc c'est vrai. Et de l'autre côté, il y a bien sûr tout un substrat néo-confucéen qui fait que la Chine aussi prend sa revanche, l'Empire du Milieu prend sa revanche sur l'humiliation qu'il avait subie face aux puissances occidentales à la fin du XIXe, début XXe, les traités inégaux, etc., etc. Donc c'est un phénomène compliqué. On ne peut pas vraiment dire dans quelle direction ça va prendre. Est-ce que c'est la marchandise, le triomphe universel de la marchandise qui va véritablement araser ces ultimes résistances, ou est-ce qu'elles arriveront à surnager par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont des ressorts qui sont supérieurs aux nôtres, ou est-ce qu'ils seront emportés par le flot? Je crois qu'aussi c'est un axe de réflexion dont nous ne pouvons pas faire l'économie. Il y a là actuellement, concernant ce qui se passe précisément là depuis quelques mois, un investissement, comment dire ça, c'est-à-dire que le capital avance et touche les corps, hein, bien au-delà de ce qui s'était passé auparavant. Je ne sais pas si là c'est vraiment une question d'ordre effectivement anthropologique, culturel, hein. C'est-à-dire que là nous sommes dans tous les pays touchés par effectivement le mariage dit homo, on passe au-delà simplement de la question économique. C'est-à-dire que le capital là commence à rentrer dans les corps. Hein. Mais vraiment. Et donc, je ne sais pas si je ne pense pas que déjà ça provoque des réactions en France, on le voit. Ça n'a pas beaucoup provoqué de réactions effectivement en Espagne. Ça n'a pas provoqué de réactions. Comment l'expliquez-vous ça? Est-ce qu'on peut expliquer par le fait que les Espagnols ont il y a eu la période franquiste, qui a épuisé peut-être certains ressorts. Il y a eu aussi la Movida qui s'en a suivi, où il y a eu une réaction radicale quelque part, à cette période de franquiste, ou dans d'autres pays. Comment expliquez-vous que ce soit surtout en France qu'il y a eu des réactions quand même aussi vives, aussi soutenues?
par rapport à cette loi, par rapport à cette loi Je pense que sociétale. là pour le coup, je pense que c'est pas directement lié au niveau de religiosité. Je pense que c'est que les Français ont envie d'être acteurs de leur vie beaucoup plus que d'autres peuples. Une forme d'exception française, une fois de plus, en quelque sorte. Enfin, un besoin d'être, de maîtriser ses conditions de vie. Oui. Qui explique le haut niveau de politisation des Français depuis toujours peut-être. C'est-à-dire en fait il y a quelque chose comme qui n'est pas directement lié à mon avis en fait à l'enracinement de la religion chrétienne du fait justement que par exemple elle est aussi toujours très enracinée en Espagne, au Portugal et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc c'est pas ce facteur-là qui fait la différence. Non, je pense qu'il y a un niveau de politisation. Alors la politisation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire c'est vouloir être acteur de sa vie. Voilà, c'est ne pas se laisser en quelque sorte faire ou ne pas se laisser, je dirais, imposer un ordre hétéronome. Hein, et donc c'est un désir d'autonomie, un désir de souveraineté. Et qui à mon avis explique la réaction actuelle et qui fait que ça va durer. Francis ? Oui, alors deux petites choses. D'une part, sur le parcours historique qui a conduit à aujourd'hui et sur la spécificité du temps contemporain. Sur le temps qui a conduit justement à la période contemporaine, il faut bien comprendre que l'argent est quelque chose que l'on ne possède pas. Il faut bien comprendre que l'argent est quelque chose que l'on ne contrôle pas. Et nous sommes éduqués dans un dressage civilisationnel qui, de l'extrême droite à l'extrême gauche du capital, veut que nous restions dans l'économie et que nous restions dans la politique. C'est-à-dire que l'arc politique de la servitude volontaire, l'arc politique de la domestication, vise simplement à gérer autrement la politique, à gérer autrement l'économie, à gérer autrement l'argent. Et c'est là où est le piège. C'est là où est le piège radical par lequel le spectacle de la marchandise nous tient. La problématique essentielle est de sortir de l'économie et de sortir du politique. L'argent ne sera jamais contrôlé et les dévastations d'inhumanité qu'il promeut par l'impérialisme absolu de ces dévastations ne seront jamais évitées et évitables. Pourquoi ? Parce que l'argent est un processus qui conduit au hors nature. Il conduit au hors nature non pas par accident, mais il conduit au hors nature par nécessité absolue. Donc, toute l'horreur contemporaine n'est pas un raté technique. Toute l'horreur contemporaine est consubstantielle à la dialectique du hors-nature, c'est-à-dire que le fétichisme de la marchandise est un processus impérialiste qui fait de chaque homme une chose, et qui fait de chaque homme une chose sur le marché narcissique des échanges. Donc le projet de Pierre Berger n'est pas un incident de parcours qu'il faudrait éviter au sens où c'est une extrémisation de gauche. C'est le laboratoire de recherche du capital qui nous dit... On est dans la logique des processus en cours. On est dans la logique absolue. Donc, et la plus grande des impasses consisterait à croire que nous pouvons continuer dans l'économie et continuer dans la politique. L'économie est née le jour où les hommes ont cessé de produire pour la vie humaine et qu'ils ont commencé à produire pour la vente. La politique est née quand il a fallu régenter les communautés organiques qui étaient déstructurées et qu'il a fallu construire des processus de docilité et d'assujettissement. Donc, le grand problème qui est posé aujourd'hui par la grande crise ontologique, c'est que pour la première fois, il ne s'agit plus d'organiser de manière différemment la servitude politique et économique, mais il s'agit d'en sortir pour reconstituer des communautés humaines débarrassées de l'argent et produisant pour les besoins humains et non plus pour les besoins solvables. Alors maintenant, la grande catastrophe qui s'annonce, indépendamment des masses que l'on voit dans la rue ici ou là, on a un sondage très intéressant qui est paru, je crois, c'est à Ouest France la semaine dernière. On avait 70% de la population qui, interrogée, considérait qu'on allait vers un cataclysme social. Et on avait 82% des ouvriers qui considéraient qu'on allait vers un cataclysme social. Donc aujourd'hui, la crise ontologique va déboucher sur une gigantesque crise sociale, parce que bien évidemment, la dialectique de despotisme de la marchandise est en train de détruire notre biologie profonde, notre cosmos organique. Non, mais qu'elle veut faire. Que les gens, la majorité de nos contemporains s'aperçoivent quand même qu'il y a un processus de liquidation qui est en cours. Mais en même temps, de la part des autorités en même temps, il y a une dévastation industrielle, commerciale, paysanne, universelle, qui fait que dans les mois qui viennent, on va se retrouver avec un bouleversement gigantesque, c'est-à-dire que
la droite n'existe plus, la gauche n'existe plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Elle existe encore quand même en tant que force constituée, en tant que simulacre peut-être de facto, mais en tant que force constituée, en tant que vestige. Elles peuvent encore, elles continuent encore en tant que vestige. Oui, mais en fait, bon, là, le clivage droite-gauche est en train d'être remplacé par un clivage entre la vie et la mort, tout simplement. Jean-Claude Martinez qui parle de ça, il n'est pas le seul. Et donc en fait, c'est ce clivage-là qui est en train d'apparaître. Et ça, pour moi, c'est vraiment encourageant. C'est-à-dire que en fait, on sort effectivement de la convention culturelle politique imposée depuis 1789, qui dérive uniquement du positionnement des gens dans l'hémicycle. Bon, c'est vraiment, on peut dire que c'est un peu superficiel, du point de vue politique, du point de vue intellectuel. Donc là, on est en train de sortir de ça et pour revenir sur des bases sérieuses. En ce sens, je pense que moi je suis assez optimiste c'est-à-dire que les vrais enjeux, les vrais clivages sont en train d'apparaître de manière assez criante. Pour reprendre une formule que j'affectionne, nous vivons quelque part une époque formidable. Oui. L'histoire fait son retour et peut-être de nouvelles surprises sont en cours. Alors, avant de poursuivre ces passionnantes analyses, je rappelle que vous êtes bien sur Radio Courtoisie, à l'écoute du libre journal de la Résistance française, dirigé en temps normal par Emmanuel Ratier et animé exceptionnellement ce soir par Pascal Lassalle. Je reçois dans cette première partie d'émission Lucien Cerise, auteur de Gouverner par le chaos aux éditions Max Milo, et Francis Cousin, docteur en philosophie, auteur notamment de Lettres contre l'avoir, aux éditions Le Retour aux sources. Alors, on va revenir un petit peu sur ces soubresauts, ces manifestations, ces réjouissances nocturnes qui occupent un petit peu, illuminent la capitale du côté des Invalides, je crois, l'Assemblée nationale, depuis déjà quelques temps, à travers d'ailleurs deux analyses qui sont parues sur la grande toile. Tout d'abord, un article de Dominique Vénère, qui est intitulé Comment naissent, un texte de Dominique Vénère intitulé Comment naissent les révolutions, qui était publié sur son site personnel, où lui se référait à un grand classique de la sociologie politique française, la sociologie de la Révolution, de Jules Monroe, un sociologue ô combien méconnu, et à tort d'ailleurs. Et lui, en se basant sur les analyses de Monroe, disait qu'on est rentré dans une période d'effervescence qui peut-être préfigure l'avènement d'une situation historique. Selon les concepts qui étaient employés par Monroe. Il dit il faut être prudent, c'est vrai que l'histoire est un petit peu la scène de tous les possibles. Donc ça c'est le premier sentiment de Dominique Vénère. Deuxième texte qui est paru sur le blog d'avant-garde Zentropa, qui était intitulé 1000 feux de paille ne font pas un brasier. Et dans lequel, il était dit que c'est le spectacle qui nous est donné aujourd'hui, donc ce spectacle de rue un peu animé, ne serait autre que des embryons de révolte catégoriels, segmentés, compartimentés et isolés les unes des autres, qui ne sont pas encore de nature à véritablement mettre le feu, en quelque sorte, pour prendre cette métaphore, donc à la situation et créer justement peut-être une situation. Si on revient à ce terme, qui rejoint un courant idéologique qui vous est cher, mon cher Francis. Que pensez-vous un petit peu de ces deux approches et vous pourriez les compléter ou les infirmer ou vous prononcer en tout cas sur ces deux points de vue? Toutes les révolutions sont pilotées par des minorités actives. Il n'y a jamais de révolution, spontanée ou décentralisée. Les masses qui se lèvent, pour donner l'élan unanimiste, pour nous mener vers une aube radieuse, pour reprendre certaines phraséologies qui ont été longuement employées au XXe siècle. Donc toutes les révolutions, en ce sens, sont des révolutions colorées, pour utiliser le terme en vigueur depuis une vingtaine d'années. Il y avait des couleurs dans les manifs d'ailleurs, du rose, du bleu. Oui. Ça, très festiviste d'ailleurs. On pourrait glosser. Je pense que d'autres l'ont fait à cette antenne sur la capacité sur la possibilité de prendre au sérieux quand même un mouvement qui a été largement initié par un histrion qui se fait appeler Frigide Barjot et qui en fin de compte emploie toutes les recettes du festivisme qui était naguère dénoncé à juste titre par le défunt Philippe Meuret entre autres,
Et dans ces ouvrages, bon, la forme, même si après on pourra toujours nous dire, bon, il y avait une certaine efficacité à la clé, mais quand même, on reprend les codes, les codes visuels, les codes de ce qu'on dénonce quelque part, de cette forme de décadence, de déclin, de dissolution que l'on veut dénoncer. Le but, c'est de mettre 2 millions de personnes dans la rue, plusieurs fois de suite, et si possible 3 millions, si possible 4 millions. Dans ce but, dans cette perspective, il faut être consensuel. On ne peut pas défiler, de manière, je dirais, partisane. Qui dit consensuel aujourd'hui dit effectivement forcément récupération des signes extérieurs que les médias véhiculent. Qui parlent aux représentations dominantes chez les gens aujourd'hui. Donc je pense que Brigitte Bardot connaît les médias comme sa poche. Elle a une longue carrière derrière elle déjà, et qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire pour réussir du point de vue des médias, parce que on peut pas faire l'impasse là-dessus, tout simplement. Donc je pense que tous les procès qu'on lui fait sont un peu des mauvais procès, parce que je pense que en fait elle est très pertinente, très capable en termes de stratégie de communication. Voilà. Y compris dans les derniers développements, notamment qui faisait la part belle sur un plan purement politicien, donc à des représentants de l'EMP qui semblaient exclure des représentants d'autres formations politiques comme le Front National. Je parle même pas des groupuscules qui ont été stigmatisés à tort ou à raison d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur. Elle peut faire des erreurs, personne n'est parfait. Mais globalement, enfin, ce qu'il faut, c'est distinguer les erreurs ponctuelles et puis la stratégie d'ensemble. Sa stratégie, elle me paraît, tout à fait adaptée. Après, il faut être sympathique. Si vous voulez ramener du monde dans une manifestation, ça ne peut pas se faire en étant, repoussant, tout simplement. Donc, il faut effectivement être consensuel, arrondir les angles et anticiper aussi les procès faits en face, les procès d'homophobie, totalement fictionnels ou fictifs, et tous les procès qui peuvent dériver, effectivement, tous les procès de toutes les diabolisations. Voilà, il faut gérer tout ça. C'est pas facile. Bien sûr. Mais au-delà du déplacement des masses, qui aujourd'hui ont besoin d'être visibilisés pour justement montrer qu'il y a un poids, il y a un élan qui se met en place. Justement, ça repose la question que vous agitez juste au début de votre développement, c'est-à-dire l'existence de minorités actives qui elles sont très conscientes des enjeux actuels et qui peuvent faire ou non preuve d'une certaine radicalité, en tout cas l'impératif de radicalité que met en avant, et personnellement je pense à juste titre notre ami Francis. Est-ce que cette minorité existe? Est-ce qu'elle est politiquement consciente de tout ce qu'il y a au-delà de ces manifestations du moment, et surtout est-ce qu'elles sont porteuses d'un véritable projet alternatif qui justement, et pour revenir à vos premiers développements, dépasserait de manière salutaire ce clivage de droite-gauche? Je réponds, ensuite je passe la parole à Francis. Oui, bien sûr. Donc là en fait non, je ne range pas Brigitte Bardot parmi les minorités actives. Je pense pas que elle est pas pilotée par d'autres personnes à l'étranger ou. Non, mais même sans être pilotée, est-ce qu'elle porte véritablement son fort, elle et les personnes qui l'entourent, l'idée d'un projet alternatif véritablement oui, mais son projet n'est pas révolutionnaire, faut distinguer. Donc là on est dans on parle des ruisseaux qui peuvent converger vers quelque chose qu'on appellerait une révolution, mais cette révolution ne peut être catalysée que par des minorités actives qui connaissent toutes les ficelles de s'engouffrer dans le sillage un petit peu de ces mouvements mis en place, en gros des services de renseignement ou ce genre de groupe, ce genre de professionnels de la chose. Je ne sais pas, je sais même pas si c'est souhaitable en réalité, parce que en général ce genre d'événement se fait aux dépens du pays où cela se produit, très souvent. Donc moi, non, ce que je pense là, c'est que il y a en quelque sorte un potentiel insurrectionnel, évidemment, là qui se met en place. Une situation objectivement pré-révolutionnaire. Souvent on emploie ce terme, on voit un petit peu la une de certains magazines, soit c'est les années 30, soit c'est une situation pré-89, ou là on est presque en 1788. Mais là, il n'y a pas encore, premièrement, pour qu'il y ait quelque chose de vraiment violent et de spontané, il n'y a pas encore les éléments catalyseurs suffisants, et il n'y a pas et je pense que les minorités actives, en l'occurrence,
Je sais pas si elles sont encore très décidées. Mais bon, d'ici 2 ans, 3 ans, quand les retraits au guichet seront limités, comme en Chypre, je pense que ça va encore radicaliser beaucoup de monde. Je pense que là aussi l'introduction de l'euthanasie, qui est réclamée à corps et à cri aussi par le mouvement LGBT, ça va mettre encore plus de monde dans la rue. Donc là, on va vers une situation en fait d'insurrection de basse intensité, mais permanente. Oui. Et là, en fait, ce sont les nerfs de la police qui vont être mis à rude épreuve. D'accord. Voilà. Justement, quelques messages auditeurs. Vous parlez de la police. Un message auditeur. N'en veuillez pas trop aux forces de police qui ont agi contre les feux de la manifestation, les dernières. En tant qu'hommes de loi et policiers, ils sont contraints et obligés d'obéir aux ordres. Beaucoup parmi eux sont mariés et ont des enfants, et beaucoup sont contre le mariage gay. Soyons indulgents avec eux. Félicitations pour l'émission. Merci. Deuxième message. Ça m'est adressé. Pourquoi parlez-vous si vite? Allez-vous prendre le train? Non, je suis né en voiture et puis je viens du Sud. On ne se refait pas. Francis. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mais je voudrais repartir de la référence à Zintropa et à Vénère, parce que justement, pour moi, c'est symptomatique de ce que j'appelle les regards partiels, les regards éclatés. C'est-à-dire que comprendre la situation, c'est surtout pas partir dans les savoirs séparés de l'aliénation. La solution aux problématiques d'interrogation qui sont les nôtres, elle n'est ni sociologique, ni économique, ni anthropologique, ni éthique, qui sont les savoirs de la conscience fausse, tels que la marchandise, à travers ses universités et ses savoirs de docilité, découpe la totalité du réel en cristallisation fragmentée. Héraclite, Parménide, Hegel, Babeuf, Simone Veil, toute la mouvance radicale qui a émergé au cours de ce siècle, à la fois contre le capitalisme d'État bolchevique et contre le capitalisme libéral occidental, nous a appris que le vrai, c'est le tout exposé dans sa pure essentialité. Donc le vrai, c'est ni c'est en train de bouger en totalité, ni c'est épars et ce sont des petits feux fugaces. C'est à la fois l'un et l'autre qui doit être compris dans une option synthétique, dynamique, dialectique et énergétique. Dans la première phase, toutes les luttes sont des en-dedans de la marchandise. Et la révolution, c'est pas quelque chose qui bouge, qui est violent, c'est pas la rue qui s'illumine, c'est pas la violence qui s'empare de l'espace social. De multiples violences, de multiples rues en mouvement sont radicalement réactionnaires et marchandes. La révolution, la vraie, l'authentique, la cosmologique, la sacrale, celle qui abolit l'argent et qui fait renaître l'homme. On en revient toujours là. C'est le moment où l'homme passe de l'en-dedans de la marchandise à l'au-delà. Par rapport à toutes les luttes qui ont lieu aujourd'hui, les luttes ouvrières qui ont lieu contre le mondialisme dévastateur, les délocalisations, les déstructurations d'entreprises, le combat que l'on pourrait qualifier d'éthique contre le mariage gay et toutes ces suites, toutes ces luttes, pour l'instant fragmentées, sont encore des luttes dans dedans de la marchandise. Oui, mais c'est une étape par laquelle nous devons passer, par la force des choses, quoi. Le problème, au vu des réalités. L'en dehors de la marchandise commence toujours par l'en dedans. Mais aujourd'hui, alors que ces luttes ont lieu dans l'en-dedans, l'activité critique, l'activité radicale consiste à dire que la vie humaine qui n'a pas de prix, quel qu'en soit le moment, le lieu, l'instant, le désir, l'émotion, puisqu'elle n'a pas de prix, il lui est impossible de s'émanciper dans une insurrection ou dans une critique qui viserait simplement à réaménager l'ordre de l'argent, du despotisme, de l'économie et du politique. Ça, c'est le premier point. Et alors, le deuxième point, c'est les minorités. Toutes les révolutions de l'imposture ont eu des minorités. Toutes les révolutions despotiques de la marchandise, qu'elles soient bolcheviques, qu'elles soient droitistes, qu'elles soient gauchardes, ont eu des avant-gardes. L'avant-garde est le suprématisme narcissique de la marchandise en mouvement. Les grandes insurrections, les chouanneries, les Vendées, jusqu'à maintenant en tout cas. Les communes de Paris n'avaient pas d'avant-garde. N'avaient pas d'avant-garde. Les avant-gardes en étaient toujours des freins. L'idée que la révolution, c'est une avant-garde qui distille à la masse. Ça, c'est du léninisme absolu. On le retrouve dans tous les courants. Ce n'est pas réductible uniquement à Lénine. Oui, mais il en est l'incarnation. Ça serait discutable, ce plan historique. Le propre de la vraie conscience, c'est d'être l'immanence de l'automouvement historique. C'est-à-dire que
la Chouannerie, la Vendée, la Commune de Paris, les grandes insurrections barricadières de mai 37 où Orwell et Simone Veil étaient, sont l'incarnation précise et précisée du fait que l'émancipation des hommes est l'œuvre des hommes eux-mêmes contre la déshumanisation marchande. Cher Francis, là, vous êtes toujours dans une veine idéaliste. Non. Quelque part. Si, de cette manière. Bon, c'est sûrement ce qui serait souhaitable. Est-ce que c'est souhaitable? On dit du moins du possible. Bon, aujourd'hui, il y a des réalités qui s'offrent à nous. Bon, avec des processus d'annihilation qui sont plus ou moins avancés chez une bonne partie de nos contemporains. Je pense que malheureusement, nous devons prendre cette réalité en compte pour justement essayer de mettre en place un processus de type révolutionnaire. Mais ce type processus révolutionnaire, il sera par la force des choses, sûrement en dedans d'un premier temps de la marchandise, pour reprendre votre sémantique, en tout cas votre terminologie. Ce que nous dit Simone Veil, c'est que les avant-gardes ont toujours été les fusilleurs du mouvement d'émancipation des hommes, et les avant-gardes ont toujours été derrière la conscience des hommes. Ça, c'est ce que dit Simone Veil. Bon, elle systématise peut-être. Mais ça s'est vérifié dans tous les mouvements sociaux. Qu'est-ce qu'une avant-garde? C'est un appareil. C'est une hiérarchie, c'est une spécialisation, c'est une nomenclatura qui, lorsque les grands mouvements historiques ont lieu, freine le mouvement parce qu'elle veut le maîtriser. Il faut pas mettre mettre dans le même bain hiérarchie, nomenclatura. Bon, on peut considérer que la nomenclatura est une sorte de dégénérescence de la notion de hiérarchie. Dans la hiérarchie, il y a quand même l'idée d'ordre sacré quelque part. Tous les grands mouvements insurrectionnels que l'histoire a connus pour produire effectivement une véritable conscience radicale furent des mouvements anti-avant-gardistes. L'avant-gardisme est par essence une métastase de la marchandise et du despotisme de la soumission. Je serais assez d'accord. En fait, pour essayer de court-circuiter les pseudo-révolutions et les pseudo-révolutionnaires, peut-être donner en pâture en tout cas au bon peuple. Mais je vais proposer dans un article le concept de révolution lente. C'est-à-dire, alors je m'étais appuyé sur la notion de transformation silencieuse que j'ai empruntée au taoïsme via François Julien, qui est donc un sinologue, émérite français, qui introduit beaucoup, qui a un... Le non-agir, non non, pas le non-agir, non, mais le non-agir actif. Ouais. Donc cette notion de révolution lente permet d'éviter, appuyé donc sur la notion de transformation silencieuse, permet d'éviter de tomber dans le spectaculaire, justement, c'est-à-dire dans le visible et dans le tape à l'œil, qui est évidemment toujours une émanation du règne de la marchandise et du capital. Donc cette notion de révolution lente ou de transformation silencieuse permet donc de travailler sur un changement de la situation actuelle, mais un changement qui ne soit pas déstabilisant, un changement restabilisant. Là je vais parler un petit peu de mon bouquin, de mes recherches sur l'ingénierie sociale. Je suis arrivé à distinguer deux types d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, en fait, c'est le terme générique de la méthode du pouvoir. Donc il y a en gros une manière d'exercer le pouvoir par l'ordre, une manière d'exercer le pouvoir par le désordre. Le capitalisme est une manière de gouvernance par le chaos, c'est-à-dire une manière d'exercer le pouvoir par le chaos. On se rend compte que ça converge parfaitement avec les mécanismes révolutionnaires. Mais les mécanismes en réalité pseudo-révolutionnaires. Donc en fait on peut parler de capitalisme révolutionnaire en fait. C'est-à-dire que les révolutions dans l'histoire 1789, 1917, beaucoup d'auteurs comme Michel ont montré que la force révolutionnaire du capitalisme a été beaucoup plus efficace que les révolutions annoncées du XXe siècle dans les bouleversements sociétaux qui ont été les siens. Et puis surtout les révolutions sont toujours faites par le capital pour le capital. Elles ne répondent jamais, leurs promesses ne sont jamais tenues. Elles introduisent à toujours plus de capital en réalité, toujours plus de règne de l'argent, toujours plus d'oppression de l'existence. Et donc en fait, sont des trahisons systématiques de leurs promesses. Pourquoi ? Parce qu'elles sont pas faites pour ça. En réalité, elles sont faites justement par des minorités actives qui tiennent les cordons du capital et qui procèdent de manière détournée pour, en quelque sorte, je dirais, produire les mêmes effets que la bourse, mais par des voies détournées. Tout ça, une longue digression pour dire que pour court-circuiter ces phénomènes donc de pseudo-révolution,
apparemment généreuse, mais en réalité faite par et pour des minorités actives qui sont pas du tout généreuses et qui sont très très intéressées. Donc je me suis un peu creusé la tête. Donc et je proposais dans un article la notion de révolution lente, c'est-à-dire une manière de réinjecter de l'ordre, sachant que le pouvoir du capital procède par le désordre et que aujourd'hui, la subversion fondamentalement c'est l'ordre. Et c'est de manière paradoxale peut-être pour les conceptions politiques traditionnelles, mais c'est bien la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans une révolution lente, c'est-à-dire il n'y aura pas de basculement spectaculaire avec une rupture brutale, avec un avant et un après, mais il va y avoir une restructuration progressive de la société. Alors ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux vu l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, mais qu'entendez-vous par restructuration de la société ? C'est-à-dire que là, il apparaît ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ennemi commun, le véritable ennemi commun, apparaît maintenant de manière, de manière parfaitement claire à tout le monde. À partir de là, la réaction, et donc la réaction au sens basique du terme, pas la réaction, donc va se mettre en place de manière quasi mécanique. C'est-à-dire que quand on le vrai visage du pouvoir apparaît dans toute sa nudité et va provoquer et commence déjà à provoquer effectivement des phénomènes de reconstruction du discours politique, de reconfiguration du paysage mental. Même. Là, il faut aller dans le champ de la guerre culturelle, dans le champ de la guerre cognitive. On en revient aux minorités dont on parlait tout à l'heure, ces minorités actives, éveillées, conscientes, radicales au bon sens du terme, qui ont un rôle éminent à jouer là-dessus. Oui, alors d'injecter dans ces sphères-là, dans ces milieux-là, en tout cas, d'injecter de véritables concepts alternatifs, de se réapproprier un certain vocabulaire, un vocabulaire qui est une manière de nommer le monde et la réalité, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que dans ce monde de communication, qui fait partie justement de ce processus d'ingénierie sociale, comme vous le montrez très bien dans votre ouvrage Gouverné par le chaos, nous sommes dans ce type de problématique. Les mots décrivent le réel, et ce réel il apparaît comme tel pour des millions de nos contemporains. Ouais. Et alors les médias font des efforts désespérés pour donc recouvrir l'émergence de ce réel et du vrai clivage entre la vie et la mort, pour le recouvrir à nouveau par une deuxième couche de clivage droite-gauche. C'est vrai que c'est très instructif de regarder en ce moment notamment les chaînes en ligne, les chaînes d'information permanentes, pour voir les efforts presque pathétiques qu'ils font pour recouvrir cette réalité, avec plus ou moins de succès. Là, c'est vrai que malheureusement, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur les capacités de discernement de nombre de contemporains, qui restent encore largement asservis aux représentations qui leur sont données en pâture, mais quand même, il y a des... Bien sûr, oui. Mais puis de toute façon, la marche des choses va faire que inévitablement le réel va apparaître de manière croissante aux yeux de tous, parce que voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est à Chypre, en Grèce, tout simplement, les choses apparaissent à l'état nu, à l'état brut, et c'est pour nous dans quelques années. Voilà. Donc à partir de là, quand on se nettoie les yeux du management des perceptions, de la gestion des perceptions imposées par les médias, et que en quelque sorte on va au-delà de la scénarisation, du storytelling en anglais, qui nous est imposé. Donc raconter des histoires, en fait de compte, la scénarisation en quelque sorte du réel. Oui. Et puis le contrôle des perceptions qui va avec, qui fabrique des ennemis fictifs, qui fabrique des amis fictifs aussi. Quand on va au-delà de tout ça, et que c'est tout, le vrai clivage apparaît, quoi. Et sur cette base-là, en fait, des nouvelles solidarités, des nouvelles alliances se recomposent, et avec des transfuges, avec il y a toute une recomposition du paysage cognitif qui est en train de se faire à l'heure actuelle en France.
France et un petit peu partout en Europe, et qui est quand même assez enthousiasmante. En tout cas, sachant que cela se combine avec, malgré tout, les projets menés en dehors du monde occidental, que ce soit je disais tout à l'heure, les BRICS, là, qui se dotent d'une banque autonome par rapport au FMI, ce qui est quand même très très intéressant. Parce que là, de nouveau, on revient sur sur deux mondes en fait qui vont fonctionner, deux mondes économiques, qui vont fonctionner de manière totalement indépendante. Sachant que les opprimés, les gens qui souffriront dans l'un pourront quand même malgré tout effectivement toujours s'inspirer d'un modèle alternatif, et qui là va devenir vraiment massif, puisque ça va regrouper à peu près 40 à 50% de la population mondiale et à peu près autant de l'économie. Donc là, ce qui compte pour moi, à mon avis, c'est de toujours maintenir un rapport de force, avec donc une extériorité au système dans lequel on est en quelque sorte dans lequel on est enfermé. Il faut à tout prix maintenir une extériorité. Comment délimitez-vous cette extériorité? Comment là, c'est ce qu'on appelle l'Occident d'un côté et puis les non-alignés de l'autre. L'Occident, c'est-à-dire en gros l'Amérique du Nord, la zone euro, enfin l'Europe, voilà, et puis Israël et le Japon aussi, de manière. Le Japon dans une certaine mesure. La Corée du Sud, certaine mesure. Oui. Il y a une base américaine, je crois, en Corée du Sud, voire plusieurs. Oui, il y a plusieurs bases donc, au Japon également. Voilà, donc effectivement. Même si on voit des antagonismes nationaux qui sont en train de ressurgir et peut-être des configurations à venir, géopolitiques, tout à fait inattendues, peut-être être en voie de se mettre en place. Francis? Oui, alors je reviendrai sur les conditions objectives par lesquelles justement le système de la marchandise peut être amené à s'auto-liquider. Parce que c'est ça la question importante. À quel moment ce système que nous décrions comme impérialisme de la dévastation peut-il vaciller? Alors, bien évidemment, il y a des minorités qui sont plus en avance que le reste de la population sur des perceptions, sur des compréhensions et sur des distinctions. Mais le moment où émerge l'insurrection du vivre contre le fétichisme de la mort, c'est pas le moment où la masse de la population rejoint les minorités, c'est quand les conditions objectives de l'implication réciproque entre humanité aliénée et fétichisme de la marchandise aliénant ne peuvent plus fonctionner. C'est-à-dire que le moment où ça craque, c'est pas un phénomène subjectif de formation ou d'information, c'est une matérialité objective. Alors je vais pas rentrer dans le détail parce que dans les deux bouquins dont nous avons parlé, c'est longuement détaillé, mais la question qui se pose, c'est à quel moment le spectacle de l'imposture marchande s'effondre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fétichisme de la marchandise, à travers le mode de production capitaliste, a vécu deux temps. Il a vécu un temps de domination formelle et il vit aujourd'hui un temps de domination réelle. La domination formelle, c'est toute l'époque où la dévastation marchande n'est pas encore elle-même, mais où elle cède des béquilles du passé. Ce n'est pas le mode capitaliste pur. C'est-à-dire que pendant des siècles, le capital s'est étendu au monde. Il a rongé ce qui le précédait. Oui. C'était par exemple l'existence d'une bourgeoisie cultivée, qui singeait un petit peu l'aristocratie au XIXe siècle. La chose la plus importante, par exemple, que Marx, Rosa Luxembourg, Orwell ou Simone Veil nous ont appris, c'est qu'il n'y a plus de bourgeoisie. Le capital a dévasté l'ensemble du monde et aujourd'hui, il y a une classe capitaliste. Mais il n'y a plus de bourgeoisie. La classe capitaliste d'une structure anonyme, circulant à partir effectivement de conseils d'administration multipolaires, c'est pas du tout la bourgeoisie. La bourgeoisie possédait les moyens. Alors une certaine bourgeoisie a muté. La bourgeoisie possédait les moyens de production. La classe capitaliste est possédée par la production du capital. Donc ça, ce sont des éléments qui sont absolument décisifs. Donc qu'est-ce que la domination réelle? La domination réelle, c'est le moment où le fétichisme de la marchandise marche à plein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'argent se présente comme nature. Pour l'état d'esprit du percevoir, l'argent est un phénomène naturel. Il a toujours existé, il existera toujours. C'est ça le fétichisme de la marchandise, et c'est pour ça que j'en reviens à l'indistinction. Comment opère le fétichisme despotique de la marchandise? Il opère
dans cette époque de domination réelle, où la marchandise s'est réalisée comme monde d'une manière bien plus opératoire et stratégique que le capitalisme d'État bolchevique, archaïque et stalinien. Le capitalisme actuel de la domination réelle fonctionne sur le fétichisme de l'indistinction. Rien n'est distinguable. Tout est écrit à l'envers. Donc, la tyrannie démocratique du despotisme de la marchandise, c'est que tout ce qui est vrai est faux et que tout ce qui est faux est vrai. Donc, le moment... Oui, on est dans la confusion, le relativisme total, donc la dissolution de tous les repères, toute forme de différence, d'enracinement, de singularité, etc. C'est une immanence qui aujourd'hui est à son apothéose. Et donc nous vivons la domination réalisée du fétichisme de la marchandise. Moment le plus fort, mais moment le plus faible. Parce que c'est au moment où le capital s'est emparé de la totalité du monde pour en faire son monde qu'il ne peut plus s'étendre. Et c'est précisément parce qu'il ne peut plus s'étendre sur le terrain, non pas spatial, comme les modes de production antérieurs, mais sur le terrain de la valorisation du temps. Le capital ne peut plus valoriser le temps. Donc, comme il ne peut plus valoriser le temps, il a créé des anticipations de temps à travers des mécanismes délirants d'anticipation monétaire, à travers le crédit, à travers toute une série de repoussoirs qui, aujourd'hui, sont en train de s'inverser. Donc, le moment précis où tout va s'effondrer, c'est pas le moment où la masse de la population va prendre les quelques tracts des minorités agissantes ou des minorités avançantes et dire « Ah, ils ont raison ». La masse de la population va se mettre en mouvement quand la réalité objective de sa survie va basculer et que la matérialité concrète de l'aliénation ne pourra plus reproduire le mouvement de son propre mouvement. Que les processus de liquidation seront avancés jusqu'au-delà de certains points. Et on n'y est pas loin. Et là, on peut reprendre les thèses de l'ami Piero San Giorgio, qui est déjà venu à cette émission, donc sur justement l'éclatement, du compte du système qui nous est familier, quelque part de nos rythmes de vie quotidien et de la normalité en quelque sorte de notre vie quotidienne. Alors je rappelle à nos chers auditrices auditeurs que vous êtes bien sur Radio Courtoisie, à l'écoute du libre journal de la Résistance française, dirigé en temps normal par Emmanuel Ratier, mais animé exceptionnellement par Pascal Lassalle, qui je sais parle trop vite et qui va faire un gros effort là-dessus. Donc nous recevons dans cette première partie d'émission Lucien Cerise, auteur de Gouverner par le chaos aux éditions Max Milo, et notre cher Francis Cousin, donc docteur en philosophie, auteur notamment de Lettres contre l'avoir aux éditions Le Retour aux sources. Alors quelques messages auditeurs, messieurs, donc qui tournent notamment pour certains d'entre eux autour de cette question du capital ou capitalisme. Pourquoi ne différenciez-vous pas le capital et la finance, même s'il y a forcément interpénétration ? Bonsoir, monsieur, vous confondez capitaliste et plutocratie. Le capitalisme, c'est la reconnaissance du droit de propriété et la responsabilité qui s'y attache. La plutocratie, c'est le règne de l'argent. La droite est spirituelle et l'argent n'est qu'un serviteur pour la gauche. Elle est le maître. Vous confondez, confondant. Que pense l'auteur de Lettres de l'avoir de la pensée du philosophe chrétien Maurice Clavel, qui a vu dans la révolte de mai 68 le soulèvement de la vie et la résurrection de l'homme par Dieu ? Petit rappel concernant les placards troubles de la République. Avant le suicide de Pierre Bérégovoy, il y a eu un autre suicide que vous oubliez, celui de René Lucet. Quelques heures après avoir dit publiquement qu'il allait révéler le véritable profiteur de la gestion des dossiers de la sécurité sociale, il était directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, si je ne me trompe. Bon là, il ne faut pas désespérer, non pas Billancourt, mais peut-être Lourdes ou Saint-Jacques-de-Compostelle, je ne sais pas. Le problème de la droite athée, voire anticatholique, hôtesse de laquelle votre discours me semble, à tort ou à raison, s'apparenter, et qu'elle aboutit quasi systématiquement à des perspectives excessives et désespérées, donc rebutantes et sans doute dangereuses. Pensez-y. Salutations cordiales d'un auditeur. Messieurs, quelques réactions ou c'est surtout Francis, si Lucien peut intervenir. Une petite réaction. Alors il y a un auditeur très charmant qui nous dit que l'argent ne doit pas être un maître, mais qu'il doit être un serviteur. Ça, c'est à proprement parler la substance même d'un lyrisme sans effet historique. Je veux dire que tout le travail radical depuis Héraclite, depuis Parménide, depuis Hegel, qui conduit jusqu'à ces groupes radicaux qui, à travers le situationnisme dans les années 70, ont dénoncé l'horreur qui arrive aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, quand on a parlé... Mais aujourd'hui, d'ailleurs, vous en convenez, cher Francis, cette dénonciation ne se réduit plus à ce courant historique du situationnisme. On a aujourd'hui dans les droites radicales ou dans les mouvements identitaires ou radicaux, aussi ce type de dénonciation, de prise de conscience. Vous avez un auditeur qui parle de mai 68 et de l'appel de la vie. Mai 68, c'est l'appel de la vie et c'est l'appel de la mort. En mai 68, il y a une radicalité sauvage et barricadière dans les usines qui dépasse, qui déboussole la gauche et qui n'obéit plus. La gauche est débordée, la droite est débordée. Et ce sont effectivement
les mouvements de la grande grève générale qui disent « à bas la marchandise, nous voulons un autre monde ». Et de l'autre côté, on a le carnaval estudiantin qui, à travers ce qui va devenir aujourd'hui les avant-gardes du grand laboratoire moderniste de la marchandise, nous dit effectivement jouissons sans entrave dans la marchandise. Donc mai 68, c'est à la fois la vie de l'insurrection ontologique et c'est à la fois la mort préfigurative de toutes les horreurs de la marchandisation contemporaine. Donc mai 68, c'est à la fois le barricadier de base qui dit « abat tous les partis, abat tous les syndicats, vive la vie », et ce sont tous les clowns cohn-benditiens qui nous préparent à la marchandisation. Donc mai 68, c'est à la fois la vie et c'est à la fois la mort. Et pour terminer sur à la fois la vie et à la fois la mort, effectivement, puisqu'on doit faire de temps à autre, au-delà de l'écume des choses, une véritable investigation philosophique, on ne doit pas répéter à l'infini les mêmes crucheries journalistiques. L'argent n'est pas maîtrisable. Donc, toutes ces chansons sur l'argent doit être notre serviteur, oui, c'est une très belle pétition de principe. Sauf que, historiquement, de l'ultra-droite la plus à droite à l'ultra-gauche la plus à gauche, tous les partis, toutes les banques, tous les syndicats qui ont voulu faire de l'argent le serviteur ont échoué. Parce que l'argent n'est pas décrété comme serviteur. L'argent est une relation sociale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, c'est pas un stock dans une banque. L'argent, c'est pas un moyen d'échange. Ça, c'est ce qu'on apprend en première année d'université pour être effectivement dressé aux aléas de la domestication marchande. L'argent est une relation sociale impérialiste, dévastatrice, qui n'est pas contrôlable. Donc à partir du moment où l'argent se met en mouvement, et c'est ce qui s'est fait avec la révolution néolithique, on aboutit de strate en strate au despotisme de Wall Street. Et le grand enjeu du temps contemporain, c'est effectivement de savoir si on va repartir dans l'onirie de l'argent doit redevenir un serviteur, ce qu'il ne sera jamais, ou si effectivement on va retrouver une communauté de l'être débarrassée de l'argent et produisant pour des vrais besoins humains. Donc là, c'est ça la domestication, c'est ça la servitude volontaire, c'est ça l'indistinction, c'est ça le fétichisme de la nature, de la marchandise. La marchandise, c'est fait homme. La marchandise s'est faite homme. Et la marchandise se faisant homme, toutes les catégories mentales et cognitives de ces milliards d'êtres asservis qui déambulent sur la planète vous répètent. Il y a toujours eu des États, il y aura toujours de l'argent, il y a toujours eu des maîtres, il y aura toujours des serviteurs, et c'est comme ça que fonctionne l'appareil d'État en général. Oui. Alors, appareil d'État, le mot est lâché. Nous allons venir un petit peu, on va étendre le champ de notre analyse et de notre problématique en se basant sur le titre de votre essai, mon cher Lucien, donc gouverner par le chaos, ordo ab chaos, pour reprendre la formule latine consacrée. Donc, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'aujourd'hui, on voit un petit peu les réactions crispées du gouvernement français, face à ces mouvements qui dépassent un petit peu ce à quoi ils pouvaient s'attendre, en volume, en durée surtout. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre de la part du gouvernement à employer justement ces ficelles d'ingénierie sociale que on a pu naguère qualifier à une certaine époque, en tout cas si on se réfère au cas des événements qui ont ensanglanté l'Italie des années 70-80, d'années de plomb, ou surtout ce fameux paradigme de la stratégie de l'attention qui est de plus en plus, si vous voulez, employé ces derniers temps pour analyser justement les événements en cours. Alors, mon cher Francis aussi, vous allez prendre la parole tout de suite, mon cher Lucien, vous avez signé il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, dans un texte qui s'intitule assez longuement de l'attentat de la gare de Bologne 1980 à celui du marathon de Boston, en passant par tous les 11 septembre, petits, grands ou moyens, le terrorisme, c'est toujours et partout le spectacle d'imposture étatique, de la crise mondiale, du chaos, de la marchandise. Alors, Lucien, rebondissons là-dessus, est-ce que vous pensez que un de ces quatre, on peut nous ressortir un nouveau Mera, donc l'islamiste en quelque sorte de service, ou le méchant nasillon qui va peut-être, je sais pas, lâcher une bombe dans une mosquée ou rafaler à tout va. C'est déjà rafalé près d'Istres, je crois. Je sais pas, on n'a pas fait monter un peu la sauce. Pas quoi en penser. Ce n'est pas forcément bien sûr un événement tragique, un fait divers qui rentre dans ce cadre en tout cas interprétatif. Mais est-ce qu'on peut peut-être sans rentrer bien sûr dans un réductionnisme complotiste, qui est bien sûr diabolisé par les médias du système, mais est-ce qu'on peut peut-être se dire que ce mode en quelque sorte de gouvernance, de gestion des contestations et des oppositions peut être employé par notre gouvernement, et au-delà on va étendre notre champ d'investigation pour le reste de la planète? Oui, il existe comment dire ça, dans l'éventail des méthodes de travail du renseignement. Il en existe une qui s'appelle l'attentat sous faux drapeau,
ou sous fausse bannière, donc en anglais un false flag, et qui est, pour ainsi dire, enfin qui est employé très 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 souvent. Ça fait partie de l'histoire du renseignement. On n'en parle pas beaucoup évidemment parce que bon, ça fait un peu, ça ferait tâche. C'est-à-dire que ça révélerait en quelque sorte que 90% des attentats terroristes sont accomplis en réalité par d'autres personnes que les accusés présentés toujours. Et souvent des structures étatiques ou para-étatiques. Tout à fait, comme le rappelle Émeric Choprade, il a eu beaucoup d'ennuis à cause de ça. Oui, je crois qu'il y a eu quelques petits ennuis du côté de l'école de guerre, qu'on appelle aujourd'hui collège de défense, c'est ça. Voilà, il faut toujours Et puis comme c'est alors bizarrement, c'est écrit en toutes lettres sur le site de la DGSE, où ils disent sur je ne sais plus quelle page, effectivement que la plupart, qu'il y a du terrorisme d'État. Après, ils se prononcent pas sur le pourcentage exact, mais bon, quand on fait vraiment une histoire précise des choses, c'est plus de 50%. On peut considérer que au moins un attentat terroriste sur deux est accompli premièrement par des forces, par des services de renseignement d'État, et surtout n'est pas accompli par les personnes désignées officiellement dans les médias. Voilà. Donc sur cette base, oui, on peut peut-être si après, de l'attentat à proprement parler, il y a en quelque sorte un usage, on pourrait dire plus nuancé du concept de faux drapeau, qui peut. Oui, il faut toujours rester prudent, il faut toujours faire un effort de recouper, il faut aussi se poser la question qui prodeste, à qui profite le crime, et puis essayer quand même aussi de se projeter dans la longue durée historique, faire des analogies, faire des comparaisons. Bon, il ne s'agit pas bien sûr d'établir un discours monomaniaque, obsessionnel sur l'automaticité presque de ce type de mais il faut le savoir, c'est-à-dire que comment dire ça, dans un premier temps, quand on a affaire à ce qu'on appelle un attentat terroriste, faut se poser, il faut évidemment se demander dans un premier temps, la première question à se poser, c'est est-ce que ce n'est pas accompli par les gens, par les groupes ou par les groupes d'intérêt, les groupes de pression qui le dénoncent. Parce que c'est comme ça que ça marche pour au moins 50% des attentats. Et ça, il suffit de faire une histoire du renseignement pour s'informer là-dessus. Regardez du côté, de Roger Faligot, qui est un historien du renseignement, qui a travaillé là-dessus, qui a parlé de Frank Kitson, qui était un général britannique, qui a travaillé là-dessus. Vous le citez là dans oui, voilà, oui. Et un ouvrage qui n'est pas traduit en français. Oui, qui est accessible à un très petit nombre d'exemplaires, je crois à la Bibliothèque nationale ou dans quelques institutions universitaires. Non, il est même pas à la Bibliothèque nationale. En fait, il y en a 4 ou 5 exemplaires en France seulement. Voilà, vous dites, mais dans les bibliothèques, sont difficilement accessibles. Après, on peut l'acheter effectivement sur Amazon également. C'est tout à fait envisageable qu'on par exemple, quand je parlais d'une déclinaison du concept de faux drapeau, ça peut être par exemple aussi les actes homophobes, les actes dits homophobes. Oui, on a vu récemment, on peut se demander s'ils tombaient quand même à point nommé. Voilà, c'est ça. Ces actes qui vont bien sûr mis en avant par les médias de manière répétitive et sidérante quelque part. Francis. Alors moi je serais plus précis, je dirais qu'à l'époque du contrôle absolument totalitaire des mécanismes électroniques du despotisme de la marchandise, un attentat d'ampleur est toujours étatique. Alors il y a effectivement oui, vous êtes prononcé à moult reprises avec des exemples précis. Il faut bien que l'auditeur comprenne que là encore, il y a une généalogie opératoire. Quand en 1893, Auguste Vaillant fait exploser sa bombe, on est quelque part dans un climat social un peu correspondant à celui d'aujourd'hui. On a d'un côté une frange traditionnelle qui s'oppose à la politique qui est mise en marche par le régime contre les congrégations, et on a de l'autre côté des grèves sauvages ouvrières qui sont de plus en plus montantes et qui remettent en cause l'appareil capitaliste de l'État. Auguste Vaillant, en 1893, va faire sauter une bombe qui va permettre à l'appareil d'État de mettre en marche des dispositifs extrêmement méticuleux de contrôle pour asservir encore davantage la parole de la population. Et le commissaire Reynaud, en 1926, va publier ses mémoires.
Et le commissaire Reynaud, dans ses mémoires en 1926, va expliquer comment il a construit la bombe qu'il a fait remettre à Auguste Vaillant. Alors on était en 1926. On n'était pas dans des gigantesques mécaniques industrielles de contrôle opératoire comme aujourd'hui, où chaque puce, chaque téléphone, chaque communication est contrôlée, hyper contrôlée, voire anticipée. Donc ce qu'il faut que c'est le panoptique mondial, pour reprendre cette image-là. Le texte auquel vous faisiez référence, la Cour de cassation italienne, en novembre 95, malgré tous les écrans, malgré tous les fardages, malgré toutes les opacités, a reconnu que l'intégralité des stratégies de la tension, Gare de Bologne, Piazza Fontana, c'était effectivement Loge P2, Mafia, CIA et toute une série de circuits. Donc ce qu'il faut que les gens comprennent, et Orwell le dit très bien dans la phrase d'introduction que j'ai mis, la stratégie de la tension, la stratégie de la peur, c'est le seul moyen, lorsque s'érode et se déstructure la domesticité, l'imprégnation servile de la société marchande, c'est le seul moyen pour réunifier le corps social. La bombe est l'instrument alchimique, métallurgique, par lequel l'appareil d'État refonde le consensus. C'est une stratégie du choc, pour reprendre la formulation de Naomi Klein. La Fermera, les attentats de Boston, mais on peut remonter maintenant à la question initiale que nous posions en préambule, dans l'état de désagrégation de toutes les économies aujourd'hui, qui sont effectivement en situation de basculer dans l'abîme, et en particulier en France, quand on voit l'usure de l'appareil d'État aujourd'hui, et qu'on sait très bien comment la Fermera a été conçue comme préambule initial d'autre chose, on peut se poser la question entre le mariage gay, les usines en insurrection, la déstabilisation complète que le système hexagonal va connaître. À quel moment la prochaine bombinette sera mise en mouvement pour unifier la population dans la frayeur, la peur, le contrôle et la servilité. En fait, les précautions oratoires que je prenais concernant la qualification ou non de vrais attentats terroristes, elle vient du fait que dans certains cas, on appelle terroristes ce qui, en fait, des attentats qui sont en réalité des attentats de résistants. Bien sûr, oui, c'est toujours la double sémantique, résistance terroriste, qui eux ne sont pas d'État, qui ne sont pas des sous faux drapeaux, qui sont des attentats réels, mais qui sont faits contre, en fait, un envahisseur étranger. Que ce fut en France entre 40 et 44, que ce soit aujourd'hui en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie. On a aussi la création de situations objectives qui vont prédisposer des réactions de ce type. Oui. Qui vont provoquer des réactions de ce type quelque part. Et aussi des calculs qui sont faits. Oui, bien sûr. On va semer le chaos. C'est la fameuse théorie du chaos constructif mise en place par les néoconservateurs de George Bush Jr. C'était annoncé noir sur blanc dans le sillage du projet pour un nouveau siècle américain. Si vous voulez, il y a une relation dialectique et amoureuse entre l'État et le terrorisme, comme il y a une relation quasiment érotique et paranoïaque entre l'argent propre et l'argent sale. Le citoyen de base qui dit « mais que fait la police ? Que fait-elle par rapport aux banlieues du trafic et aux banlieues de la drogue ?» C'est, à proprement parler, la question la plus insensée qui soit, parce que l'argent propre et l'argent sale travaillent ensemble. Le policier de base croit faire son travail quand on lui a dit « tu es policier, maintenant tu vas tout faire pour assumer la paix civile. » Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État et l'argent sale sont en complément dialectique permanent. C'est-à-dire qu'il est hors de question pour l'appareil d'État de nettoyer les bas-fonds du trafic de drogue et de la prostitution. La mafia est au cœur de l'État. Donc quand l'État lance une opération de régulation du commerce parallèle, c'est simplement pour réajuster ce commerce parallèle à ses dispositifs centraux. Mais il n'y a aucune opposition entre l'argent propre et l'argent sale. Ils travaillent ensemble sur une même catégorisation qui s'appelle l'exploitation, l'aliénation, la domestication et la falsification. Et les banquiers cossus des quartiers UP s'approvisionnent en coque auprès, effectivement, des trafics les plus malsains, des banlieues les plus obscures. Donc, parler juste, parler franc, parler radical, c'est voir que toutes les oppositions factices que le médiatisme aliénatoire nous procure au quotidien sont des impostures.
Oui, on parlera même pas de l'utilisation des flux de trafic de drogue internationaux par des officines paragouvernementales plus ou moins occultes, les fonds secrets donc des officines gouvernementales américaines. On a vu les différentes affaires à l'époque de l'Iran Gate, etc. Donc on a vu le rétablissement des filières d'approvisionnement donc en pavot en Afghanistan, alors que bon les talibans avaient provisoirement mis fin à ces flux. Donc tout cela a été bien analysé. À la suite de ce que vous disiez concernant l'exemple italien, je rappelle aussi, je peux renvoyer nos auditeurs aux travaux de Gabriele Dinolfi, qui a fait paraître un ouvrage de souvenirs et d'analyse qui s'appelle Nouvelles années de plomb en 2004, qui va être réédité chez Avatar avec une nouvelle brochure qui s'intitulera Nos rouges années de sang, et qui là va faire justement le bilan de la recherche dans ce domaine-là concernant cette période tragique, qui n'est pas qu'une page d'histoire, mais qui reflète bien, qui renvoie aujourd'hui à des processus qui sont en cours et qui peut-être se déploieront sous nos yeux dans les semaines ou les mois qui viennent par rapport à ce que vous pouvez dire, mon cher Francis. Lucien, vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais en fait, je pensais à répondre à la personne là, qui nous dit que nous confondons capitalisme et plutocratie. Oui, faites. C'est une incise. C'est en fait non, je confonds pas capitalisme et plutocratie. C'est-à-dire que le capitalisme c'est la plutocratie. Maintenant, je distingue le capitalisme et le commerce. C'est pas la même chose. Le capitalisme, la définition, enfin, je le prends au sens étymologique. Voilà, c'est le règne du capital, donc le règne de l'argent. Point, c'est tout. Je veux dire, j'essaye de ne pas trop théoriser là-dessus parce qu'effectivement, après des définitions du capitalisme, il y en a 50 000. Donc voilà. Bien entendu, oui, c'est l'objet de l'émission. Voilà. Donc, c'était une réponse oui. Que j'avais envie de faire quand même par respect pour les pour les gens qui nous écoutent et qui nous posent des questions. Vous voudriez revenir juste un tout petit mot sur chaos, parce que le chaos est un concept clé du fétichisme de la marchandise. Le regardant social basique, il se dit mais l'Irak c'est le chaos, les banlieues c'est le chaos, la Libye c'est le chaos, et il se dit. C'est un message auditeur d'ailleurs, voilà. On a des mauvais gestionnaires. Non. La gestion capitaliste contemporaine en temps de crise accélérée, c'est la nécessité stratégique du chaos. Tant que le capitalisme était en ascension, il pouvait se réguler par l'extension. À partir du moment où il est dans sa domination pleinement réalisée, qu'il bute sur le mur de son impossibilité radicale de se reproduire, sa seule survie, c'est l'organisation chaotique de sa reproduction. Donc, il y aura du chaos, il y aura de plus en plus de chaos, parce que le chaos est le seul moyen pour le despotisme de la marchandise d'éviter précisément qu'il soit contesté radicalement. C'est-à-dire que, dans les sociétés traditionnelles, il y a toujours eu des situations de crise, mais la crise était l'exception. Effectivement, entre 1750 et 1800 à peu près, s'est mis en place un système de contrôle social, qui s'appelle le capitalisme, tout simplement, mais qui aussi procède à intervalles réguliers, ponctuellement, en provoquant des révolutions, d'où ce que j'appelle le capitalisme révolutionnaire, et qui institue la crise comme règle. Le capitalisme, c'est la crise de toute façon au sens, dans le champ de l'économie. La révolution, c'est aussi la crise, qui est censée à un moment s'arrêter pour passer à autre chose, mais bon, en fait, en général, ça continue. Ça continue puisque ça réintroduit à du capitalisme encore à l'étage supérieur. Donc en fait, on est depuis depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle, dans un système qui se met en place et qui donc essaye d'instituer la crise comme règle. Et la stabilité devient l'exception. Ce qui est une inversion totale. Ça devient un mode presque normal de fonctionnement et de gestion du capitalisme mondialisé aujourd'hui. Voilà. Et c'est presque inscrit dans son ADN quelque part. Voilà. C'est-à-dire que le désordre devient la norme et c'est là où il n'y a plus de distinction entre la droite et la gauche. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est le désordre, et donc, ça rejoint le principe qu'on pourrait dire un petit peu plus de gauche sur le plan des concepts, c'est-à-dire l'anarchie ou l'anarchisme, si on veut. Donc, si on prend la définition d'Antonin Artaud, je rappelle que l'anarchiste c'est quelqu'un qui aime tellement l'ordre, qui n'en supporte aucune caricature. Une expression que j'aime bien.
Et voilà, donc il y a convergence sur le plan des logiques profondes, et cette convergence là est en train de se réaliser pleinement. Là depuis quelques mois, ça commence à devenir totalement visible et pour de plus en plus de monde. Mais c'est tout ça ne doit rien au hasard. Effectivement, ce n'est pas accidentel et ça correspond à des méthodes de gouvernance politique qui ont été réfléchies, qui sont pas du tout, qui sont pas liées en fait. Ce ne sont pas des erreurs, ce n'est pas de la rapacité aveugle. C'est non, c'est parfaitement intentionnel, c'est parfaitement méthodologisé et notamment, alors c'est apparu au XXe siècle, essentiellement dans le champ des sciences de la gestion. Dans le domaine de la cybernétique, dans le domaine du management, du marketing, et voilà, en réalité il y a pas de complot là-dedans, puisque de fait c'est écrit noir sur blanc dans des manuels qui sont qu'on peut acheter à la Fnac, qu'on peut acheter. L'ouvrage de Bernays par exemple, tout à fait, le genre de Freud là sur justement l'utilisation des techniques de publicité à fin de propagande politique. On sait que Joseph Goebbels et d'autres, il y a aussi le manuel de Charcotine sur le viol des foules, etc. Donc c'est vrai que on était dans cette logique-là. Il n'y a rien de bien nouveau quelque part. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et d'être conscient, en tout cas d'avoir accès à ces sources. Alors, moi j'aime bien le mot complot parce que je le remets dans la trajectoire des groupes radicaux. Le capitalisme est un complot permanent contre l'humanité. Mais c'est un complot immanentiste, c'est pas un complot technique. Quand on parle des attentats du 11 septembre ou quand on parle de toutes les grandes campagnes terroristes étatiques, c'est pas des types qui se réunissent dans une cave sombre et qui disent qu'est-ce que l'on pourrait faire, on va faire ça. Bien évidemment qu'il y a une partie technique qui est assumée de manière obscure. Mais ce qui est décisif, c'est l'immanence complotiste de la marchandise, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la marchandise se met en mouvement pour vampiriser l'homme, pour vampiriser l'espace, pour vampiriser le temps et pour effectivement asservir l'humanité, il est indéniable que d'une manière spontanée, immanente et automatique, les mécanismes de violence de l'État soient nécessaires sans qu'il y ait pour ça de calcul préalable. C'est une logique immanente. Voilà. Tout à fait. On est d'un système, en fin de compte. Voilà, je crois que ce terme de système aussi résume beaucoup de choses avec ce qu'il implique comme processus, qui échappe en quelque sorte, uniquement aux volontés individuelles, en tout cas, aux actions des autorités constituées ou non, de cette manière. Alors, le moment est venu de rappeler les ouvrages dont vous êtes les auteurs, étant donné que cette première partie d'émission va bientôt se clore. Avez-vous quand même, un petit mot de la fin pour justement essayer de tirer un petit bilan des sentiments qui peuvent être les nôtres donc au terme de ce mois de mai en quelque sorte qui s'annonce très particulier, en tout cas qui est révélateur de beaucoup de choses quelque part, même si bien sûr ça fait de moins en quelques mots, une grande tempête incontrôlable est en train de survenir et elle aura lieu par-delà la droite et par-delà la gauche, par-delà la politique et par-delà l'économie. C'est le retour de l'être, c'est le retour aux sources de l'être. Lucien? Oui, je vais paraphraser un petit peu, disons qu'il y a un retour du réel. Retour du réel. Il y a en pleine figure, quelque part. Et puis qui va s'accentuer de toute façon, puisque effectivement, en gros, pour présenter les choses un petit peu vulgairement, tout le monde va prendre. D'accord. Voilà. Je rappelle les ouvrages dont vous êtes les auteurs. Donc Francis Cousin a collaboré à l'ouvrage Critique de la société de la distinction, commentaire sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique de son spectacle aux éditions Révolution Sociale et surtout dernièrement aux éditions Le Retour aux Sources, Lettres contre l'avoir pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent. J'attends l'attention des auditeurs qui apprécient donc l'approche singulière de notre invité. Donc Lucien Cerise, vous avez largement contribué à la rédaction de l'ouvrage Gouverné par le chaos qui est sorti aux éditions Max Milo, M-I-L-O. Voilà, le moment de cette première couture est venu. Messieurs, vous restez donc dans les studios pour éventuellement participer à l'audition de nos deux prochains invités.